Entre l'Érinsou et la montagne de Ciboure, la vallée d'Insola présente les vestiges d'un aménagement routier pavé encore visible. La tradition orale qualifie ce chemin de voie romaine ou de chemin de Napoléon. D'après les études faites par Yakesh Kazobon, il pourrait s'agir d'une route, ou plutôt d'une ferrerías grande, qui reliait les forges d'Olette et d'Insola au quartier Itzea de Beira, connu comme centre métallurgique depuis le XIIIe siècle. La voie pavée de la vallée d'Insola serait d'origine médiévale, ce qui n'exclut pas un tracé d'origine romaine, voire bien antérieure. À l'est du col d'Ibardine, la crête décrit un demi-cercle en territoire navarrais en se maintenant à 400 mètres d'altitude, puis se dresse brutalement à 900 mètres au mont La Rune. Son nom basque, La Rune, viendrait de la contraction de Lare Aridun, qui veut dire la lande de pierre. Pour d'autres, la rune viendrait de l'Areona, la bonne lande. La rune, à la silhouette abrupte et familière, caractérise l'horizon du Pays basque littoral. Son ascension par les sentiers d'Asquin, de Sarre, de Beira ou d'Urugne offre toujours de magnifiques paysages d'altitude ouverts au loin sur l'océan. Son versant sud descend assez rapidement vers la Bidassoa. Au nord, versant la Bourdin, toute une série de croupes et de plateaux successifs s'inclinent progressivement vers le bassin de la Nivelle. L'originalité de ce massif est due en grande partie aux arêtes qui se détachent en étoile du plateau sommital. Toutes présentent de belles voies d'ascension qui offrent de magnifiques panoramas. L'arête de Subicia qui descend jusqu'au col du Grand Descarga, celle d'Arlepoa et l'arête rocheuse d'Urquilla, dont les gigantesques blocs de poudingue attirent l'attention depuis le bassin de Sarre. Les formes du relief, les paysages, découle d'une longue histoire géologique. Il y a environ 200 millions d'années, la plaque ibérique commença à s'écarter du reste de l'Europe. À la limite de ces deux plaques divergentes, le craquement de la croûte continentale donna naissance à un fossé volcanique. Cela permit l'épanchement d'un magma fluide basaltique. Ces coulées rayonnèrent sur une distance d'environ 30 km à partir d'un centre d'émission principal situé non loin du sommet. Ce sont les grès exploités à la carrière d'Asquin depuis fort longtemps et les poudingues qui donnent à la rune son profil rocheux caractéristique.
Le plus ancien document, mentionnant une construction au sommet de la Rune datant de 1575, est un ermitage chrétien. Il se situait au niveau du plateau de la table d'orientation. On peut d'ailleurs encore en apercevoir les soubassements. Une partie de la construction fut démolie en 1793. La récupération des pierres permit la construction d'une redoute pour défendre, lors des guerres de la Révolution, ce point stratégique de toute agression espagnole. 20 ans plus tard, elle servit aux troupes napoléoniennes pour lutter contre les armées anglaises, espagnoles et portugaises du général Wellington. Au fil des années, les pierres de la redoute et de l'ermitage disparurent. Certaines poussaient dans les ravins, d'autres pour assurer l'assise de quelques constructions et même récupérées pour consolider la croix du sommet. C'est autour de cette croix que les fidèles des villages environnants se rassemblaient pour prier le lundi de Pentecôte. Le petit train permettant l'accès rapide et sans effort au sommet, à partir de 1924, les touristes affluèrent. Prenant appui sur les pierres de la redoute, le café-restaurant Cap du Puy ouvrit ses portes. En 1928, l'hôtel Imperator, avec ses 10 chambres et sa terrasse panoramique, remplaça le café-restaurant Cap du Puy. Faute de clientèle, l'hôtel ferma ses portes définitivement en 1937. Durant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands prirent possession du sommet de la Rune et de l'hôtel, installant une batterie anti-aérienne et un radar. Avant de quitter l'hôtel le 21 août 1944, ils firent sauter leurs installations et une partie de l'édifice. De 1947 à 1960, 2 pièces de l'ancien hôtel seront aménagées de façon rudimentaire en buvette. En 1960, TDF fit construire en lieu et place de l'hôtel Imperator un nouveau bâtiment plus adapté. Dès 1947 s'installa au sommet côté espagnol une première venta en planche, puis une seconde près de l'obélisque qui commémore l'ascension de l'impératrice Eugénie de Montijo. Ce n'est que dans les années 1953-1955 que seront construites des ventas en pierre. Au pied de la face nord, la tourbière des Trois Fontaines est un milieu humide aux eaux particulièrement acides. Il s'agit d'un milieu relique très sensible au piétinement. Depuis 1924, le petit train à crémaillère gravit les pentes de la Rune au départ du col de Saint-Ignace. Entièrement constitué de bois verni, charpente et pièces maîtresses en chêne, enjolivures en frêne, rajouts en châtaignier, le train à crémaillère est une véritable pièce de musée dont tous les éléments sont d'époque. Sur les 4 km de voie ferrée parcourus en 28 minutes, à la vitesse de 8 km/h, le petit train traverse des sites comme le ravin de Galardico, la spectaculaire entaille d'Alchang, avant d'arriver aux Trois Fontaines, une ancienne pépinière aux arbres décimés par les bourrasques. Au bord de la voie ferrée, une grande plateforme cimentée est le dernier vestige d'un salon de thé des années 30.
Au nord de la crête d'Alchang, la redoute en forme d'étoile, nommée par les bergers Corallandia, qui domine la baie de Saint-Jean-de-Luz, est un vestige des guerres napoléoniennes. Outre Cromlech et Dolmen, on trouve sur le massif de la Rune un autre vestige protohistorique, le monolithe. À l'est du col de Saint-Ignace, dans la direction de Sar, un monolithe, ou menhir, appelé Muga en basque, est visible en bordure d'une piste pastorale près du col de Gastenbacar. Les archéologues sont enclins à considérer que cette pierre a fait office de borne pastorale. En plus de préciser les droits des personnes, ces bornes pastorales régissaient l'utilisation commune et pacifique des pâturages et des points d'eau. Ces monolithes sont sans doute le témoignage d'accords très anciens entre pasteurs, dont certains existent encore, comme chaque 13 juillet depuis 1375, au col de la Pierre Saint-Martin, autour de la borne frontière 262, avec la commémoration de la junte de Roncal, plus ancien traité de fasserie d'Europe entre les vallées de Barrétous en Béarn et celle de Roncal en Navarre.